grands centres autant qu'en région, dans les villes de toutes les grosseurs, dans les rangs et dans les ruelles, partout au Québec, la crise du logement frappe. Il peut être tentant pour chacun de désigner un bouc émissaire, et si les causes sont nombreuses, il faut tout de même rappeler un constat simple. Il manque de logements abordables. La crise est mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies, 1,6 milliard de personnes vivent dans des logements précaires ou inadéquats. Un chiffre qui est appelé à doubler d'ici 2050 avec l'accélération de l'urbanisation et la croissance de la population mondiale. La plupart des pays avancés qui s'en tirent mieux ont misé depuis des décennies sur le logement social. Au Québec, on est pris de court parce que la demande est en forte hausse et que la construction de logements abordables stagne. Selon la Société d'habitation du Québec, entre 2006 et 2023, le nombre de ménages bénéficiant du programme Supplément au loyer est passé d'environ 20 000 à environ 38 000, une augmentation de presque 100 %. Pourtant, pour la même période, le nombre de logements sociaux communautaires et abordables a augmenté de seulement 32 % pour atteindre 138 000 logements. Le nombre de HLM est stable depuis 20 ans. On en démontre un peu moins de 75 000 dans la province. À Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, c'est nouveau de parler d'une crise du logement. La région est attractive pour ses paysages et les résidences y sont très recherchées, particulièrement depuis la pandémie du coronavirus. Les autorités publiques n'ont pris conscience que récemment des problématiques de logement suite à l'apparition d'itinérance visibles. Ce sont des gens comme Annie Bouchard, conseillère municipale à la ville de Baie-Saint-Paul et directrice du centre communautaire Pro-Santé, qui ont tiré la sonnette d'alarme. À Baie-Saint-Paul, même dans Charlevoix, on n'a malheureusement plus de logements abordables. On a des logements là, qu'on appelle sociaux, des HLM, qui sont pour les gens vraiment faibles revenus, là. Puis on n'a comme plus l'entre-deux. Parce que oui, on est prisé dans Charlevoix, particulièrement à Baie-Saint-Paul. Le coût des loyers a augmenté comme partout. La pénurie de logements fait en sorte, et le coût de la construction actuellement fait en sorte que tous les logements qui se créent, qui se bâtissent, sont chers pour nos gens qui sont beaucoup plus à faible et modeste revenus. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'hébergements temporaires d'urgence. On est en train dans Charlevoix, puis il y a une belle cohésion entre les organisations et les partenaires. On est en train de créer vraiment, de mettre un filet de sécurité au niveau de l'itinérance. Et on évolue avec ça actuellement. Donc, c'est la première année qu'on a autant de services auprès de l'itinérance. Et le gouvernement a été présent là, pour nous cette année. Fait que c'est positif, là. On voit quand même qu'on est en train de le bâtir. Là, j'ai une question pour toi. Le Centre communautaire Pro-Santé, on vient de fêter nos 50 ans. Tout au long, dans le fond, dès le début, c'est une femme qui a rassemblé d'autres femmes pour aider la communauté, de voir c'est quoi les besoins. Fait qu'encore aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde c'est quoi les besoins et on développe les services en fonction des besoins de la population. Fait que nos services, notre mission, c'est principalement, dans le fond, le soutien à domicile auprès des aînés. Donc, on a vraiment divers services par rapport à aider ces gens-là à rester à domicile. On a la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Fait que c'est sûr qu'on a une banque alimentaire, une friperie et divers fonds pour pouvoir les aider à améliorer leur situation. Et on a ajouté en 2024 l'itinérance. Parce que dans Charlevoix, on ne voyait pas l'itinérance. Maintenant, elle existe et elle est visible, cette itinérance-là. Tu sais, des fois, les gens me disent « Bon, mais il n'y a pas de pauvreté à Baie-Saint-Paul. » Ben oui, il y en a de la pauvreté. C'est juste qu'elle n'est pas visible. Les gens sont fiers aussi. On vient visiter, on vient profiter vraiment des beaux paysages, de la bonne bouffe. Parce que, tu sais, on est choyé en terroir, mais il y en a qui n'ont pas accès à ce terroir-là. Il y en a qui ont de la difficulté, justement, à se nourrir.
La population, le salaire moyen de Baie-Saint-Paul est de 35 000 et le salaire médian est de 39 000 Quand on y pense, c'est vraiment pas élevé. Le taux de défavorisation, si on regarde Charlevoix-Est, c'est à 5, la cote 5, et Charlevoix-Ouest est à 4. Donc, on est vraiment très défavorisé. Mais quand l'argent, des fois, descend, ben ça descend en fonction de la région au complet, globale, et non selon certaines MRC. Fait que ça nous nuit aussi quand le financement descend. Je regarde, il y a 2 étés à peu près, on a eu des jeunes, un groupe de jeunes qui est en itinérance, et automatiquement, ils les ont appelés le maire pour leur signifier leur anxiété par rapport à ces jeunes-là qui étaient présents et visibles. Puis là, le maire les a rassurés, mais m'a appelé aussi pour m'aviser, puis me demander un peu de conseils. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi, cette interaction-là qu'on peut avoir avec la communauté pour qu'ils donnent les bonnes informations. C'est sûr qu'on n'est pas habitué. Tu sais, nous, il y a quelque temps, une personne qui faisait, là, qui avait les pare-brises, là, un squeegee. Et là, tout de suite, ils ont appelé la police. « Hey, on a un squeegee sur le coin de la rue. » En fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué de voir ce type de personnes-là. Mais avec le contexte économique dans lequel on vit, ben on en voit de plus en plus de ces gens-là. Fait que faut juste s'habituer, il faut juste que la population s'habitue aussi. Annie Bouchard a réussi à attirer l'attention de sa communauté et des décideurs sur des problématiques émergentes de logement et d'itinérance. Une action importante a été de mettre en place la construction d'une mini-maison pour offrir de l'hébergement transitoire à des personnes en quête d'un logement. Fait que juste en haut, tu as, dans le fond, la chambre. Donc, c'est vraiment juste une petite mezzanine. On a une thermopompe, donc il y a chauffage et climatisation pour l'hiver. On a laveuse sécheuse. Donc, quand on rentre dans la cuisine, on a la laveuse et la sécheuse. Dans le fond, ici, on est dans la mini-maison. Donc, c'est une mini-maison qui a été donnée par la formation professionnelle en menuiserie charpenterie qui est située à la Malbaie. Ils l'ont donnée à la ville de Baie-Saint-Paul afin que ce soit une vocation sociale et communautaire. Donc, la gestion, ils l'ont donnée au centre communautaire parce que ça faisait plusieurs années qu'on disait on n'a pas d'hébergement temporaire d'urgence pour les gens en instabilité résidentielle, plus communément connu comme de l'itinérance. Dans les petites régions comme nous, bien, l'itinérance est souvent cachée ou invisible, on ne la voit pas vraiment. Donc, cette mini-maison, elle va servir vraiment pour être de l'hébergement temporaire d'urgence. Donc, actuellement, on a trouvé du financement au printemps dernier pour pouvoir l'installer, l'aménager et l'ameubler. Donc, vous voyez là, qu'elle est prête, là, elle serait prête à accueillir des gens. Notre plus grand enjeu actuellement, c'est de trouver du financement. Donc, du financement pour de l'hébergement et du financement pour de l'intervention. Puis évidemment, de l'intervention parce que les gens qui vont être en instabilité résidentielle doivent se mettre en marche pour trouver des solutions. Donc, nous, on était à la recherche, dans le fond, d'un intervenant. Donc, on a probablement peut-être trouvé une personne, mais qui doit avoir une expertise quand même assez solide au niveau de l'itinérance parce que c'est quand même un domaine plus particulier. C'est sûr qu'ici, ben, on a moins de gens qui ont de l'expertise, là, qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé au niveau de l'itinérance. Fait que, pour nous aussi, on est en apprentissage, puis on va chercher vraiment des experts plus du milieu ou des gens qui ont déjà travaillé ou des organismes qui travaillent afin de nous aider vraiment à bien s'organiser là, à ces niveaux-là. Fait que c'est vraiment un nouvel enjeu, un nouveau service. Surtout que dans notre MRC, dans la MRC de Charlevoix, là, on parle de l'ouest de la région de Charlevoix, il n'y a aucun hébergement de ce type-là. Il n'y a aucun hébergement temporaire d'urgence pour l'instant. Si les autorités publiques étaient mûres pour une prise de conscience, il en est de même pour nombre de personnes vivant ce qu'on appelle l'itinérance invisible. Bien des gens, tout en ayant un toit au-dessus de la tête, vivent une situation d'itinérance. Même s'ils ne sont pas à la rue, ces personnes n'ont pas à leur disposition un logement stable, sécuritaire et adéquat. Dans Charlevoix, comme dans bien des régions au Québec, des granges, des camps de chasse et autres abris forestiers
servent de logement précaire pour des gens qui ne peuvent trouver mieux. On a beaucoup ici d'itinérance invisible. L'itinérance invisible, c'est qu'on ne les voit pas coucher dans un parc, nécessairement. Par contre, elle est de plus en plus visible. L'invisibilité, c'est qu'en fait, on a beaucoup de terrain ici. On a des grandes terres. Il y a beaucoup de camps de chasse, des caches. Fait qu'il y a beaucoup d'itinérance. À ce temps-ci de l'année, il n'y a personne qui y va souvent sur les terres. Fait qu'il y a des itinérants qui vont se retrouver dans les camps de chasse ou les caches qu'on appelle. Là. Donc, c'est pas isolé. C'est pas fait pour vivre dans ce type de camp-là. Un campement, qu'est-ce que c'est par rapport à une maison? Dans le fond, c'est lorsque c'est improvisé. Lorsqu'on c'est pas isolé, on a beau avoir 4 murs, un toit. J'en ai même des fois qui se fabriquent des foyers ou qui ont une tube à feu. Ils se chauffent aussi. Mais pour notre civilisation actuelle, même s'ils vont me dire on vivait comme ça à l'époque, on n'est plus rendu à ce stade-là aujourd'hui. Fait que, des campements, c'est toujours la définition de dire, au-delà d'avoir 4 murs, un toit, est-ce que c'est isolé? Est-ce que j'ai tous les services d'eau courante, d'égout? Et est-ce que l'isolement est adéquat? Et est-ce que j'ai une adresse civique? Mais ces gens-là, souvent, ne se voient pas comme itinérants, malheureusement. Mais je le sais qu'actuellement, ils n'ont pas d'autres lieux pour aller dormir, donc parce qu'on est quand même limité au niveau de l'hébergement temporaire. Puis finalement, as-tu des nouvelles de tes occupants? Bien là, j'ai appelé dans la mini-maison pour voir. Là, On était chanceux vraiment de trouver Marie-Ève, qui a commencé avec nous là, en novembre 2024, puis qui est assurée pour un poste pour les 3 prochaines années, puisque le gouvernement vient de nous octroyer un financement adéquat là, pour pouvoir la maintenir en emploi et garder aussi notre hébergement temporaire d'urgence là, ouvert. j'ai un rôle d'intervenante, intervenante en itinérance, mais à la base, moi, j'étais infirmière. Que j'ai un 18 ans d'expérience, que dans mes premières années, un 5-6 ans d'urgence, que là, surtout à Montréal. Donc, j'en avais l'itinérance, on en avait fréquemment, tout ce qui est beaucoup santé mentale, la dépendance, qui me donne un petit bagage pour ici. Les 3 premières semaines, ça a été mon travail de faire un code de vie, des règlements, d'organiser vraiment tout ça. Puis avec un avocat, on a tout fait nos règlements. Puis là, ensuite, on était prête à pouvoir accueillir le premier occupant. Premier occupant, lui, il arrivait de Québec et il voulait s'installer dans la région. Mais désaffiliation totale, ça faisait au moins 2 ans qu'il était sur la route, très nomade, sans adresse, qui réussissait là, à se nourrir par-ci, par-là. Il vivait dans des campements dans la forêt en coin de Gaspésie, là, vraiment très précaire. Quand il est arrivé ici, c'est sûr que dénutri, là, il ne mangeait pas, il était faible, il n'avait pas dormi depuis je ne sais pas combien de temps. Juste se doucher, tout ça, que ça lui a permis pendant 5 semaines, vraiment, la première semaine, je l'ai laissé tranquille. Là. Juste dormir, manger, avoir un toit, plus de stress, plus d'anxiété, à devoir toujours, chaque jour, trouver à manger, toujours à dormir, à se protéger, commencer à faire froid. Que ça lui a permis ça. Puis graduellement, on a refait les papiers, se réaffilier doucement, essayer tranquillement de trouver un logement, trouver un travail, que c'était vraiment ça. Puis graduellement, il a quitté vers ses autres sucres. Mais ça, c'était comme le premier cas qu'on a eu. Que quand à chaque jour, tu te bats pour trouver de la nourriture, être au chaud, devoir te laver, tu n'es pas capable d'être heureux, d'être épanoui, d'avoir envie d'aller au travail. C'est important, le social aussi, que là, des fois, il y a beaucoup de sentiments de honte, de culpabilité, tu n'es pas fier de toi. Tout ça t'emmène une grande diminution de ton estime de soi, puis diminution dans tous tes projets. Là. On est exactement dans notre pyramide de Maslow avec notre besoin de base
qui est de se nourrir, de dormir, d'avoir une sécurité dans notre deuxième besoin. C'est pour ça que nous, la mini-maison permet, c'est les besoins de base. Le basique que l'humain a besoin. Puis là, pendant l'hiver, là, on est dans plein cœur de l'hiver, il fait froid. Et là, on a des gens qui vivaient dans des campements. Eux, ils vont dire, non, j'ai mon chalet, mais c'est trop rudimentaire pour dire que c'est une habitation acceptable, que donc, ce n'est pas une habitation qui est créée pour l'humain, on va toujours parler d'itinérance. Ça va rentrer dans les critères. C'est une itinérance, des fois, qui semble un peu cachée, mais non, parce que c'est pas fonctionnel. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, qu'il y a des dangers pour la sécurité, ça ne fonctionne pas. Ayant pignon sur rue à Baie-Saint-Paul, Vision d'espoir de sobriété est un centre d'intervention en dépendance, mais donne aussi accès à son milieu de vie aux gens à risque d'itinérance et à toute personne dans le besoin. Sa directrice, Lucie d'Entremont, a observé une hausse récente de la demande. Elle souligne l'importance d'un financement adéquat pour assurer la continuité des services et le maintien de personnel qualifié. Le nerf de la guerre pour qu'un organisme fonctionne, c'est l'argent. C'est tout le temps ça, là, dans le fond, pour garder mes employés, c'est tout le temps ça. C'est d'avoir des employés stables parce que quand tu crées un lien avec quelqu'un, si tu veux pas que la personne disparaisse quand s'en aille ailleurs ou bien qu'elle reparte à consommer tout ça, il faut que les intervenants restent. C'est plus facile dans ce temps-là. Quand tu crées un lien avec quelqu'un, tu veux que ça soit le même intervenant qui soit là pendant un bout de temps. Mais avant, on voyait pas, là, je veux dire, moi, quand j'étais arrivée ici 1 fois par année ou 2 fois par année, l'été, il y avait des personnes en situation d'itinérance qui venaient, qui passaient l'été, ils faisaient des voyages, puis ils se promenaient dans le Québec, puis ils passaient par ici. Puis dans le temps, nous, ici, le bureau, ici, c'était de l'hébergement, c'était des chambres. Donc, ils venaient coucher de nuit ici, puis ils continuaient leur promenade dans le Québec. Que ce soit pour le milieu de vie, la participation des ateliers, les repas, les suivis par les intervenantes, c'est 1403 personnes qui ont passé par nos services pour l'année 23-24. On trouve actuellement sur le territoire de Baie-Saint-Paul environ 350 résidences de tourisme. Ce type de résidence est dédié à des séjours de courte durée, que ce soit de 1 jour, 1 semaine ou 1 mois, sans que les occupants y élisent domicile. Elles ne sont donc pas accessibles pour les résidents de Baie-Saint-Paul et contribuent à accentuer la crise du logement. Toutefois, en 2022, le conseil municipal a adopté un règlement pour limiter le nombre de nouvelles résidences touristiques. Aucun permis ne sera accordé pour construire une résidence de tourisme dans le périmètre urbain. Il y a beaucoup de maisons qui avaient des permis. Là, les gens ne pouvaient pas les acheter, on ne pouvait pas les habiter. C'était juste de la location touristique. Ça, c'est encore pire, là. C'est pas quelqu'un, même, exemple, un médecin qui a une maison ici quand il travaille et qui habite à Québec. Ça, on en a beaucoup. Mais là, c'était fou le nombre d'habitations touristiques que nous, on n'avait aucun accès. Puis ça, c'était énorme, là. Les propriétaires, on est un peu plus dans le lucratif sans penser que il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer un logement à 1 500, 1 800 $, même si on est à Baie-Saint-Paul. Puis on est victime de notre succès de dire, tu sais, la beauté de Baie-Saint-Paul, la beauté de Charlevoix, les beaux paysages, les bons produits du terroir, la bonne bouffe. Mais il y a encore des gens qu'il faut qu'ils travaillent au salaire minimum. Puis, tu sais, j'ai des gens, des fois, qui me disaient, Annie, tu sais, mes logements sont encore abordables, tu sais, des propriétaires. Bien, j'ai dit, pour vous, c'est abordable. C'est votre vision à vous. Par contre, moi, quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui gagne 1 200 par mois, bien, ton coût de loyer à 900 $, tu comprends-tu que c'est pas abordable pour lui? C'est eux qui nous rendent service à tous les jours, dans des biens essentiels comme des épiceries, entre autres. Des appartements à 1 500 pour les familles, là, c'est normal là, en ce moment, très normal. Mais ça l'est pas. Pour 2 personnes qui n'ont pas des super gros salaires, c'est très, très difficile. C'est énorme. C'est fou ici. Là. Je pense qu'on le vit partout dans le Québec, mais c'est énorme. C'est ce que moi, quand j'ai fait ma recherche de maisons pour acheter, là, c'est un petit peu ce qu'on voyait. Il y avait peu de maisons qui étaient dans l'entre-deux, là, fait qu'accessibles peut-être pour
des jeunes familles qui veulent s'installer pour une première maison ou quoi que ce soit, un petit peu plus complexe là. Puis même dans le locatif aussi, j'ai trouvé des petits appartements, etc., mais des maisons à louer, on va dire, à moyen terme, long terme, un peu plus rares à Lille. En face de Baie-Saint-Paul, au milieu du fleuve Saint-Laurent, environ 1100 personnes résident sur l'île aux Coudres. Les services communautaires y sont concentrés au sein de l'ancrage. Thibaut Hir, le directeur de l'organisme, observe un resserrement de l'accès au logement dans les 3 municipalités de l'île. Le prix des résidences y est en hausse et il devient de plus en plus compliqué de trouver du logement abordable, en particulier pour les jeunes familles. On trouve de tout, on peut trouver des maisons, euh, on va dire accessibles, mais il y a beaucoup de travaux à faire dans ces maisons-là, ou au contraire des maisons qui ont été rénovées là, puis qui se vendent très cher. Pour des familles qui veulent par exemple s'installer, ça devient un petit peu plus un enjeu, on va dire que le type de maison disponible ou de logement disponible est très restreint. C'est parce que les personnes qui viennent s'installer pré-retraités, bien souvent qui ont les moyens, ils peuvent arriver dans des maisons, ils vont rénover ou quoi que ce soit, ou des maisons qui sont déjà assez dispendieuses. Ils viennent là quelques années, puis après ça, quand la santé décline malheureusement, ben, ils se retournent proche des services en ville ou retournent proche de leur famille ou quoi que ce soit. Puis on a nos insulaires historiques là, qui sont là de génération en génération, les anciens restent dans leur maison. Puis ils sont aidés beaucoup par la famille. Tu sais, on a vraiment les Boudreaux à Saint-Bernard, les Déganiers à Saint-Louis, qui sont là. En fait, tu sais, on voit vraiment le tissu entre insulaires, il est vraiment très bien installé et tout. Ce qui va s'offrir, c'est beaucoup d'avoir des bons contacts. C'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu les gens pour savoir les logements qui sont disponibles parce qu'il n'y a pas nécessairement de logements vacants beaucoup là. Je pense que l'île est un peu à la croisée des chemins, là, à savoir de ce qu'ils veulent faire là. Est-ce que c'est une île touristique ou est-ce qu'on veut vraiment réinstaller des familles? Je pense que la question elle est plus là, de notre côté.